c'est moi. Bonjour à tous, vous écoutez Au Capitaine, mon capitaine, l'émission littéraire, le podcast, appelez ça comme vous voulez, présenté par Renaud et Wendy. Comme d'habitude, nous allons vous présenter 4 ouvrages, récents ou non, afin de vous donner envie de les découvrir. Aujourd'hui, on est un peu parti sur de l'enquête, au sens large du terme. C'est Renaud qui commence d'ailleurs. Donc je t'écoute Renaud, de quoi tu vas nous lire ? Je vais vous lire un roman. Dis donc, il en a combien des livres ? Il n'en a combien des livres ? Il n'a que ça, des livres, partout, alors. Hein ? T'aimes les histoires où les détectives ont des chapeaux, des gabardines, ne dorment jamais et boivent trop de café ? Où les femmes fatales savent mieux mentir que respirer et où les coups de feu sont aussi fréquents que les punchlines. Tu kiffes les ambiances de LA qui schlinguent le tabac froid, le bourbon tiède et les combines à 2 balles ? Où tu as l'impression qu'en fond sonore, il y a toujours un jazz avec une petite trompette bouchée, comme je t'ai mis là, moi, en fond sonore pour cette chronique. Waouh, t'as vu, je me fous pas de ta gueule, t'as vu comment c'est méta d'ailleurs ? Enfin bref. Et surtout, tu fantasmes secrètement sur un monde où les toons vivent à côté des humains, où un lapin surexcité fout la merde en permanence et où les cartoonistes sont à 2 doigts de demander un arrêt maladie. Alors, félicitations, tu es soit un enfant des années 80-90, traumatisé par un certain film culte, soit tu es un lecteur de bon goût qui s'apprête à plonger dans l'un des romans les plus barrés et les plus brillants du polar américain. Hey, bienvenue dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, ou dans son titre original que je vais mal prononcer, Who Censored Roger Rabbit, le livre qui a donné naissance à un mythe. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Roger Rabbit aujourd'hui ? Parce qu'il y a des livres qui vivent dans l'ombre de leur adaptation. Et puis il y a ceux qui vivent dans une autre dimension, carrément. Le roman Who Censored Roger Rabbit, donc Qui veut la peau de Roger Rabbit, je vais le dire en français à partir de maintenant, sinon on va jamais s'en sortir, est dans cette deuxième catégorie. C'est un peu comme découvrir que sous le costume de Mickey, en fait c'est John Wick qui tient la boutique. Ouais, parce que le Roger Rabbit du roman n'a rien à voir avec le lapin blanc surexcité et super drôle et loufoque et gentil du film. Et quand on découvre l'original, on ne sait pas trop si on doit rire, trembler ou appeler le service après-vente de l'univers des Toons. Bref, un détective privé, un lapin cartoon, du film noir, de l'humour acide, du mystère et un monde où les Toons, ils ne parlent pas. Oui, ils ne parlent pas. Vous allez voir. Je vais pas tout spoiler maintenant. Aujourd'hui, on ouvre donc Qui veut la peau de Roger Rabbit, le roman. Et j'ai bien dit le roman. Car oui, Roger Rabbit, c'est, avant d'être ce que tout le monde connaît, le film à succès, un roman de Gary K. Wolfe, celui qui a servi de base au film, justement, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais c'est plus une inspiration vague qu'une adaptation fidèle. Allez, c'est parti, je vous raconte tout. Le pitch. Le roman suit Eddie Valiant, détective privé à l'ancienne, un peu fatigué, pas franchement à cheval sur la sobriété, qui se retrouve embarqué dans une enquête improbable. Quelqu'un essaye de tuer Roger Rabbit. Dans ce monde, les Toons existent bel et bien, mais ils n'ont pas du tout le même fonctionnement que dans le film. Ils font des bulles de BD au-dessus de leur tête pour communiquer. L'ambiance est assez sombre, film noir à la Humphrey Bogart. Eddie est engagé par Roger Rabbit donc. Un Toon star de comic strips, persuadé qu'on lui vole ses idées, sa gloire et peut-être sa femme, la mythique Jessica. Sauf qu'un matin, spoiler, mais vous le savez assez vite dans le roman, Roger Rabbit est retrouvé mort. Et comme on est dans un roman noir, mais avec aussi des Toons, pas de panique. Roger continue d'hanter Eddie sous forme de double. Pour réaliser les BD à succès, les Toons font toutes sortes de cascades. Mais pour éviter de crever, les Toons créent un double éphémère. Car oui, dans le roman, les Toons peuvent mourir. Ce qui est bien différent du film où seule la trompette peut les tuer. Voilà en gros pour le pitch. Tout simple, Eddie Valiant enquête sur des gens qui veulent tuer Roger Rabbit. Point barre. L'auteur, Gary K. Wolfe, l'homme qui a enfermé un lapin dans un polar, est un auteur passionné d'humour, de pop culture et surtout du style hard-boiled. Cette écriture dure, sèche, tranchante qu'on retrouve chez Chandler ou Hammett. Bref, le pari de Wolfe, c'était injecter du cartoon dans le film roman noir polar. Un mélange qui aurait pu ressembler à un milkshake à la sauce soja, mais qu'il réussit à rendre crédible, drôle et même mélancolique.
Wolf imagine un monde où les Toons sont des travailleurs exploités sous contrat, harcelés par les studios et enfermés dans leur rôle comique. C'est grinçant, satirique, acide, plus sociopolitique que prévu, bref, un polar digne de son époque, mais avec des oreilles de lapin en bonus, comme le dit la couverture du roman. Et Wolf a un humour très pince sans rire. Il adore casser l'image du cartoon gentil pour en faire quelque chose de cynique, presque cruel des fois. Dans ses interviews, il dit souvent que le rire, c'est juste la politesse du désespoir, ce qui résume parfaitement son Roger Rabbit. Bon, entrons dans le cœur du réacteur. Le film n'a rien à voir avec le roman et vice-versa. Et j'exagère à peine. Voilà en gros ce qui ne change pas. On retrouve les personnages de Roger Rabbit, Eddie Valiant, Jessica Rabbit et Bébé Herman. Voilà, c'est tout. Tout le reste n'a rien à voir. Voici les différences les plus marquantes. Comme je vous le disais un peu plus haut, sans vraiment le détailler, les Toons ne parlent pas, ils bullent. Je m'explique. Dans le roman, ils communiquent par bulles de bande dessinée, qui popent au-dessus de leur tête et éclatent. On est plus proche d'un univers comics BD que de dessins animés à la Looney Tunes. Ici, les studios véreux sont des studios de BD et de comics d'ailleurs, non des studios de dessins animés. Pas d'Acme, pas de RK Maroon. Non, ici on a les frères Digreasy, qui gèrent des sociétés de bande dessinée et de comics, et des galeries d'art liées à cet art. Dans le roman aussi, Roger Rabbit n'est pas un gentil neuneux. C'est un personnage amer, jaloux, obsédé par le succès. Il est même parfois désagréable et calculateur, comme la quasi-totalité des personnages du roman au passage. Le film en a fait un clown attachant, romantique. Le roman en fait un artiste torturé, égoïste et gothique. Et surtout, il n'est pas le réel héros de l'histoire. C'est plus Eddie Valiant, le personnage principal dans le roman. Dans le film, on a affaire à un duo, une sorte de body movie où Eddie et Roger sont à la fois, à tour de rôle, le sidekick de l'autre. Là, non, clairement, on suit Eddie Valiant et on a Roger Rabbit en fond. Continuons, Jessica Rabbit est très différente. Elle n'est pas la femme fatale hollywoodienne du film. Non, elle est beaucoup plus froide. Elle aussi, beaucoup plus calculatrice et manipulatrice. Elle va là où sont ses intérêts. L'amour est un accessoire pour arriver à ses fins. Et la relation avec Roger n'a rien de sexy cartoon comme dans le film. Là, on est plus proche d'un drame conjugal, mais je ne peux pas trop en révéler de peur de spoiler. En tout cas, ne vous accrochez pas à l'image de la Jessica du film. On continue toujours. L'intrigue est un vrai thriller noir. Meurtre, trahison, corruption, ambiance poisseuse, tension constante. On est plus proche de Chinatown que de Bugs Bunny. Pas d'empilage de scènes fun avec des taxis qui parlent ou des pistolets qui tirent des balles, Tomahawk. Non. Les scènes drôles avec des toons sont ancrées dans une intrigue sombre et souvent, comme je le disais au-dessus, cruelle, voire cynique. Le style d'écriture de notre auteur se permet de belles images, mais toujours ces délires toonesques se retrouvent dans un côté pince sans rire, dénonciateur, d'un type de comportement ou d'une société un peu fourbe. On retrouve l'humour du roman dans le film, mais c'est édulcoré. Le roman est vraiment sombre, noir, et garde son côté polar, là où le film se permet des délires vraiment beaucoup plus fous. Toujours dans le roman, pas de vilain juge de mort, ce personnage culte incarné pour le film par Christopher Lloyd. Non, le méchant du roman n'a pas du tout le même profil et l'histoire ne tourne pas autour de la destruction de Toonville ou le meurtre du frère d'Eddie Valiant. Ici, pas de frère d'Eddie, pas de Toonville dans ce roman. Pas d'histoire de bus rouge ou d'autoroute. Roger vit dans une sorte de maison de terrier de lapin. Les Toons boivent de l'alcool de contrebande et même notre Roger, qui est pourtant allergique à l'alcool dans le film, ici il picole sec. Je le disais plus haut, les Toons laissent des doubles fantomatiques dans le roman. Et je trouve que c'est un concept brillant. Un Toon peut projeter un double de lui-même, une copie éphémère. Roger en laisse une juste avant de mourir, ce qui perturbe Eddie et donne à son enquête un côté surnaturel. Et donc, un autre point important, dans le roman, les Toons peuvent mourir. Dans le roman, il y a aussi une histoire de bouilloire très importante qui apparaît nulle part dans le film. Bref, dans le roman original de Gary K. Wolf, le monde est plus complexe, plus noir, plus polar comme je le disais. Un casting humain et toon beaucoup plus riche que dans l'adaptation de Zemeckis. Voici quelques-uns de ces personnages clés, absents ou très modifiés dans le film. Dominic et Rocco Digreasy. Ce sont les deux frères Digreasy, comme je disais, dirigeants du syndicat de Toons, de comics, dans le roman. Ils ne sont pas juste des producteurs excentriques, comme dans le film. Ils sont au cœur d'un business sombre, tordu, où l'argent, le pouvoir et la manipulation de Toons se croisent avec des intrigues de contrats, de trahison.
On a aussi Little Rock, qui est le fils d'Eddie Greasy. Lui aussi a ses propres intérêts dans des galeries d'art et dans des machinations d'héritage. Carol Masters, photographe de Roger dans le roman, elle joue un rôle important dans l'enquête. Elle est témoin, une alliée, elle a ses propres motivations. On pourrait la comparer au personnage de Dolores, la barmaid, dans le film. Sauf qu'ici, pas d'histoire d'amour entre Carol et Eddie Valiant. Même si on sent bien que le Eddie a un petit crush sur Carol, mais c'est absolument pas réciproque. De toute façon, sans mauvais jeu de mots, on sent bien qu'Eddie, dans le roman, est un peu un chaud lapin. On a aussi un autre personnage, Sid Sordid. Sid Sordid est un éditeur peu recommandable, lié au comic plutôt adulte. Il est plus qu'un simple méchant, il sert de lien entre le monde de l'édition discutable des bandes dessinées et certains crimes ou intrigues de corruption. Bref, globalement, le ton général du roman est plus adulte. Sarcasme, violence, références sexy, implicites, thèmes sociaux. On est loin du film familial avec des gags slapstick. Et d'ailleurs, on comprend mieux, après avoir lu le livre, pourquoi le film Roger Rabbit nous faisait peur petit. Parce qu'on a beau l'édulcorer, tout ça, ça reste un univers sombre et sombre. Bref, le livre est un polar, le film est une super production hommage au cartoon hollywoodien. Les deux sont géniaux, mais totalement différents. Gary K. Wolfe a écrit plusieurs romans. Mais qui veut la peau de Roger Rabbit reste celui qui le propulse dans la pop culture et qui propulse surtout son succès. Suite au succès du film, il écrit d'ailleurs une suite littéraire en 1991, Who Plugged Roger Rabbit, plus proche de l'univers du film cette fois-ci. On pourrait traduire en français par Qui a branché ou rebranché Roger Rabbit. Et un autre qui s'appelle Who Whacked Roger Rabbit en 2013. Je ne crois pas que ces livres soient sortis en français et du coup en France, mais peut-être que ça arrivera un jour. Bref. La franchise Roger Rabbit a connu au cinéma Oscar, succès monumental, une place dans l'histoire des effets spéciaux et de la pop culture. Mais on connaît moins le travail de Wolfe. Parfois les gens ne savent même pas que ce film est adapté d'un livre. Alors, est-ce qu'il faut lire Qui veut la peau de Roger Rabbit ? Moi j'ai envie de dire oui, 1000 fois oui. Parce que c'est le livre du film, mais pas seulement. Parce qu'il a une identité propre. C'est un roman noir, surprenant, inventif, drôle, amer, tordu. Et tellement original que même les studios Disney n'ont pas osé l'adapter vraiment et en ont fait quelque chose de différent. C'est une lecture qui déstabilise, intrigue, amuse et parfois, fascine. Et pour ceux qui aiment les coulisses, les univers parallèles, les « et si », eh bien c'est une pépite de complétisme pour comprendre un petit peu mieux l'univers de Roger Rabbit. Pour conclure, le film c'est un cocktail sucré avec un lapin en panique. Le roman c'est un whisky sec servi dans un bar enfumé. Et les deux sont très bons, mais ne les buvez pas en même temps, sinon vous risquez de voir apparaître un double fantomatique de vous-même qui pourrait se révéler assez maléfique. You had plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. You're sitting down and wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other man do? Get out of here and get me some money too. Now if you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other man do?
Vous venez d'écouter Why Don't You Do Right, extrait de la BO de Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis. Eh bien écoute, merci beaucoup Renaud pour cette chronique. Mais de rien. Écoute, j'ai 2 petites questions à te poser et je commence tout de suite avec la première. Elle est un très original ce que tu fais. Ça, ouais. Ouais. Je sais. Okay. Elle est un peu bizarre en plus celle-ci. En fait, je sais que t'es pas très polar, voire pas du tout. Et du coup, je me demandais pourquoi tu avais choisi de parler de ce livre-là. Oui, alors c'est totalement vrai. Je confesse que d'ailleurs j'essayais en faisant cette chronique de me dire quel autre polar j'avais lu. Et je crois que c'est chaud. Pas sous format roman en tout cas. Oui, voilà. Je suis pas du tout polar effectivement parce que c'est un style qui me plaît pas plus que ça en fait. Enfin, l'idée de chercher un tueur, etc. Parfois ça m'ennuie. Là, ce qui m'a plu, c'est déjà que c'était un classique en fait. C'est-à-dire un classique, mais qui était surtout connu par le biais du film en fait. Et je voulais voir ce qu'était le roman de base en fait, un petit peu comme une sorte de complétisme d'un truc quoi. Et de me dire qu'est-ce que ça vaut ce roman quoi. Et donc je m'attendais pas déjà forcément à une réelle enquête. Parce que le film, il y a quand même un peu de ça dans le film, mais ça tourne vraiment pas de manière aussi centrale et dure que dans le roman. Dans le roman, on est vraiment dans un film noir, quoi. Dans un polar, quoi. On sent les années 50, on sent les bagnoles, on sent le whisky, voilà, on sent toute cette ambiance-là. Et ça, je trouvais ça super. Et du coup, quand j'ai lu le roman et que je me suis dit waouh, en fait c'est super, j'adore le style, j'adore plein de trucs qu'a fait ce gars-là dans ce roman, et je me suis dit c'est pas possible de pas en parler parce que ce serait dommage de pas réhabiliter cette œuvre en fait. J'ai l'impression qu'en fait plein de gens ne savent pas que c'était un roman à la base. Et je pense que même c'est toujours le cas, si on dit t'as vu Qui veut la peau de Roger Rabbit, tu sais que c'est un roman à la base. Ah bon? Et donc voilà, et en plus là il vient de sortir dans une super édition. Une réédition, je crois qu'il n'était pas sorti depuis un paquet de temps le bouquin, je crois, pour des histoires de droit justement par rapport au film, je crois. Et donc je me suis dit c'est pas possible de pas réhabiliter le roman et d'essayer d'en parler, sachant qu'en plus il est très différent du film quoi. Les intrigues sont pas vraiment les mêmes, les personnages sont beaucoup plus sombres, et ce qui est intéressant c'est surtout aussi le style d'écriture de l'auteur. C'est assez enfin comment dire, c'est parfois très comique, mais en même temps c'est parfois assez sombre, assez dur. Il y a un peu de cul de temps en temps. Enfin, il y a des trucs voilà. Roger Rabbit, il boit de l'alcool de contrebande sans aucun problème, quoi. Donc voilà. En tout cas, l'idée, pourquoi j'ai choisi ce livre, parce que je me suis dit que c'était un très bon livre. Et en même temps l'adaptation cinématographique est incroyable, et en même temps les deux sont un peu complémentaires, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes histoires, etc. Et je trouve ça, pour les gens qui ont aimé le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est dommage de pas lire du coup oui, ça va au bout du truc, quoi. Ça permet de... Ah bah c'est un complétisme total. Et sachant que le gars, il en a écrit, je crois, 2 autres qui sont... qui a rebranché, enfin je le traduis en français, Roger Rabbit. Et il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle, Who's Waked Roger Rabbit. Donc un 3e. Donc voilà, sachant que ces 2 derniers, je crois qu'ils n'ont pas été traduits en France. Et il y en a un qui a été fait aussi juste sur Jessica Rabbit aussi. Donc il y a vraiment tout un univers qu'a fait ce gars-là. Et c'est aussi ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais que j'aime bien. C'est-à-dire que dans ce polar, je trouve qu'il y a un univers dingue. Enfin voilà, on se dit c'est un polar, mais c'est un polar dans l'univers des toons, de la BD, des comics, et en même temps dans les années un peu 50, comme ça, où on voit très bien les gars avec les gabardines, les chapeaux, comme ça, en train de prendre des taxis, d'aller dans des bars en fumée et prendre des whisky. Enfin, on voit cette ambiance un peu comme ça, et tout le monde est un peu mafieux, tout le monde a l'air d'être plus ou moins méchant et défend son petit truc à lui. Donc voilà, j'aime bien cette ambiance-là que le mec a créé, tout cet univers incroyable, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Ok, ça me semble être une bonne raison. Oui. Enfin, j'espère. Et bah écoute, deuxième et dernière question, qui est pas très originale, mais ça m'intrigue quand même. Je voudrais savoir à qui tu conseillerais, toi, ce livre-là. Alors, c'est bien que tu poses la question, parce que on voit souvent Roger Rabbit comme un espèce de truc qu'on peut faire voir à un enfant qui a genre 7-8 ans, et que ça va être son premier traumatisme d'enfance. Là, clairement, non. C'est pas possible, quoi. Je pense que c'est vraiment pour un public adulte,
et juste qui va se régaler des vannes de son auteur, etc. Mais vraiment, ou alors des ados qui justement sont sont un peu avertis, quoi, qui ont déjà lu des trucs quand même, parce qu'il y a vachement d'histoires de je veux dire, il n'y a pas de gars qui est tout blanc, quoi. Tout le monde est vraiment gris de chez gris, quoi. Ils ont tous trempé dans des trucs, tout le monde est par exemple, on cherche le tueur. Il y a un tueur, en tout cas il y a une enquête et on cherche et on se dit potentiellement tout le monde peut être coupable, vraiment, comme dans n'importe quel polar, j'imagine. Oui, mais voilà, mais là vraiment on se dit non mais vraiment en fait tout le monde a des casseroles au cul, quoi. Et donc voilà, il n'y a pas de personnage réellement attachant, par exemple. Roger Rabbit est vraiment rendu cool dans le film de Zemeckis, quoi. Là c'est pas vraiment le cas, le mec est pas très très sympathique, quoi. Et Eddie Valiant pareil, et Jessica Rabbit j'en parle même pas, c'est un degré de non sympathie assez incroyable. Donc du coup c'est vrai que c'est un vrai polar, et donc je le conseillerais un peu comme je le disais dans la question d'avant, c'est-à-dire à des gens qui ont aimé Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui ont envie de voir plus loin, qui ont envie de découvrir un bon polar, parce que c'est un bon polar, même si on n'a pas vu le film, on peut lire ce truc et prendre énormément de plaisir. Parce que c'est très drôle, parce que c'est bien ficelé, parce qu'on s'attend pas forcément à la fin, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc je conseillerais ça à des adultes qui ont envie de se faire plaisir à lire un bon polar, et si en plus vous avez aimé le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est un bon complétisme et je vous conseille de le faire, quoi. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Renaud. Mais de rien. Est-ce que tu peux nous redonner le titre, auteur, maison d'édition, tout ça, pour refaire le tour? Alors, le monsieur qui a écrit ce petit chef-d'œuvre, c'est Gary K. Wolfe, et c'est chez Innis Éditions. Voilà, il y a une très belle édition qui est ressortie, je crois que c'était l'année dernière, peut-être en 2024, oui, il me semble que c'était l'année dernière, ouais. Il est vraiment super beau et c'est très plaisant à lire, donc voilà, je peux que conseiller ça. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. Eh ben moi écoute, j'ai fini avec ma chronique. Du coup, c'est à toi. De quoi vas-tu nous lire ? Eh bien, je vais vous lire un livre dont vous êtes le héros. Je vais vous parler d'un livre un peu particulier à présent puisqu'il s'agit d'un polar historique dont vous êtes le héros. Nous sommes en 1621. Dans la ville de Montauban, assiégée par les troupes du roi catholique Louis XIII qui veut reprendre la cité protestante rebelle. Au pied des murs de la ville, alors que les combattants tombent de toutes parts, des lavandières découvrent le cadavre d'une jeune femme dans la rivière. Il s'agit d'un meurtre, et vous devrez le résoudre. Vous vivrez aussi bien l'enquête policière que l'histoire avec un grand H, comme si vous y étiez. Dans une citadelle en enfer, vous côtoierez le noble duc de la Force, le très droit consul Jacques Dupuis, le coloré pasteur Daniel Chamier, mais aussi Guillemette de Gasque, jeune femme intrépide qui n'aimait rien tant que couper les doigts de ses ennemis après les avoir assassinés, l'inquiétant capitaine Sauvage et quelques autres figures qui ont bel et bien existé. Vous rencontrerez aussi de nombreux protagonistes qui sont de pure fantaisie, ainsi que les mousquetaires Porthos et Aramis. Une citadelle en enfer de François-Henri Soulier est un livre dont vous êtes le héros. Leur phrase d'accroche est la suivante : 10 000 morts, un meurtre. Saurez-vous le résoudre ? Ça donne envie, n'est-ce pas ? Je ne suis pas très polar. Je ne suis pas tellement roman historique non plus. Pour vous dire la vérité, j'ai lu ce livre parce qu'il faisait partie de ces nombreux livres de la rentrée littéraire que j'avais reçus en service de presse avant sa sortie officielle, afin de le défendre lorsqu'il serait dans les rayons. Par contre, en grande lectrice de fantaisie, j'ai bien sûr lu des livres dont vous êtes le héros et le concept me plaisait déjà. Je me suis donc prêtée au jeu. J'ai pris des notes, j'ai essayé d'assembler les morceaux, les indices qui m'étaient donnés. J'ai essayé de deviner et en même temps, j'espérais me tromper pour être surprise de la révélation finale. Ça n'a pas loupé. J'avais une partie de la résolution, mais pas l'intégralité. C'était comme je le voulais, assez simple pour que j'essaie, mais assez complexe pour qu'une partie m'échappe. J'avais un peu peur de ne pas accrocher. J'avais peur de ne pas comprendre le contexte historique et de lâcher au bout de 2-3 pages. Finalement, j'ai dévoré ce livre. Je le conseille aussi bien aux lecteurs de polar historique qu'aux fans de livres dont vous êtes le héros. Si vous voulez vous amuser tout en lisant un livre, c'est idéal. C'est pour offrir à quelqu'un qui adore les polars historiques ? Eh bien, ce format déroutant de prime abord saura aussi éveiller leur curiosité et les faire prendre part à l'histoire dans tous les sens du terme.
Vous l'aurez compris, je ne regrette pas d'avoir laissé une chance à ce livre que je n'aurais peut-être pas lu de moi-même. Et je vous invite à en faire de même. Vous venez d'écouter Two Steps from Hell avec le titre Invincible composé par Thomas Bergersen. Eh ben merci beaucoup Wendy pour cette chronique. Avec plaisir. Du coup j'ai des questions. Oui, je t'écoute. Alors la première. Est-ce que ce livre est accessible à quelqu'un qui n'a jamais lu de livre dont vous êtes le héros ? Oui, oui, complètement. Le fonctionnement du livre, en fait, il est expliqué au début. Et les choix de départ, c'est assez simple. Si tu veux, on peut aller interroger telle ou telle personne, se rendre à tel ou tel endroit, et donc en passant par telle ou telle page. Enfin, c'est vraiment des choix qui sont très simples dans un premier temps pour prendre le coup de main. Et puis après, très rapidement, on oublie que c'est ce genre de livre et on vit pleinement l'aventure avec des choix un peu plus multiples et complexes. Mais au départ, c'est assez simple, oui. D'accord, mais pour les gens qui connaissent les livres dont vous êtes le héros, est-ce qu'ils se jouent celui-là avec des dés par exemple, un truc comme ça, ou c'est vraiment plus roman et... Non, effectivement, il n'y a pas de dés pour celui-ci, c'est uniquement des pages en fait auxquelles on vous envoie telle ou telle page, mais il n'y a pas de jeu de dés, on n'est pas sur voyage dans le livre au début, voilà, à la fin, complètement. etc. Ok, C'est d'accord, ça. très bien. Et ben super. Deuxième question du coup, Wendy. Oui. Du coup, dans les livres dont vous êtes le héros, la plupart du temps, en fait, on peut mourir en fonction des choix qu'on fait. Et parfois, il y a plusieurs fins possibles au livre. Donc voilà, est-ce que c'est le cas ici ? Oui, malheureusement, selon les choix que tu fais, tu peux mourir. Mais on n'est pas sur une version irrémédiable de la mort. Hein. Donc le livre t'invite à retourner en arrière pour faire un choix un peu moins téméraire. Ce qui reste donc assez plaisant en fait quand t'es pas habitué à ce genre de lecture, parce que t'es pas obligé de tout relire en faisant de nouveau des choix différents, etc. Ça. Tu fais une sauvegarde quoi en fait. Voilà, exactement. Donc ça te renvoie juste à la page d'avant et tu choisis quelque chose de moins téméraire, justement. Je crois que c'est le terme qui est adopté dans le livre, c'est assez rigolo.
Donc voilà, et puis concernant les fins, c'est aussi le cas, tu as plusieurs fins possibles et plus ou moins complètes en fonction de celle que tu choisis. Après tu peux aussi, si tu es curieux, toutes les lire, hein, mais honnêtement on s'en sort très bien avec une seule version. Et quand tu rassembles de toute façon tous les indices récoltés, tu arrives tout de même à remettre bout à bout et à avoir une résolution à l'intrigue, quoi. Ça reste... D'accord. Voilà. C'est toujours le même tueur. Oui... Non, si ça spoil, ne dis rien. Hein. Non, mais si, oui, complètement. En fait, de toute façon, l'intrigue principale, donc celle-ci, c'est peu importe, c'est la même. Comme vous en doutez, je n'ai absolument pas lu le livre, donc surtout je pose des questions qui n'ont aucun sens. si, non, ça a un sens, non, mais complètement. Mais c'est effectivement l'intrigue principale, c'est la même, peu importe la fin. Il y a des petites choses qui changent. Mais il y a voilà, exactement. En fait, l'intrigue peut être plus ou moins complexe, et t'as d'autres petits trucs cachés par-ci par-là. Et en fait, selon la fin que tu vas lire, tu les auras croisés au fur et à mesure de la lecture sans trop comprendre pourquoi. Et selon la fin que tu choisis, tu sauras justement pourquoi t'as croisé tous ces petits trucs-là en plus, quoi. Ça... Ok, trop bien. Ouais, ça donne... ça donne envie, c'est cool. Du coup, est-ce que tu peux nous redire chez qui c'est et voilà, tout ça. Oui, donc c'était Une citadelle en enfer de François-Henri Soulier et c'est aux éditions 10-18. Eh ben, merci beaucoup, Wendy. Mais de rien. C'est à toi, du coup, Renaud, maintenant, de quoi tu vas nous lire ? Eh ben, je vais vous lire un manga. Voilà. Hey les gars, vous aimez bien lire des livres un peu ? Lire des livres comme à l'école. Non, genre lire des livres, tu rentres dans une librairie, tu prends pour 200 € de bouquin, quoi. Non. Il y a deux types de personnes dans la vie. Ceux qui ont déjà rêvé de faire disparaître quelqu'un discrètement, sans se faire choper, et ceux qui mentent. Donc imagine un monde où c'est possible. T'écris un nom dans un carnet et bam, arrêt cardiaque, game over. Rideau, pas besoin de flingue, pas besoin de témoins, pas besoin de preuves. T'es juste là avec un stylo bic à distribuer la mort, tranquille. Potentiellement, c'est le crime parfait. Ou alors peut-être que tu pourrais, avec ce super pouvoir, essayer de faire régner la justice, au risque de te prendre pour un dieu. Voilà le postulat de Death Note, le manga phénomène de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Un thriller aussi haletant qu'un épisode de Sherlock, avec le charisme d'un Breaking Bad japonais et une ambiance à la Seven sous-en fait. Alors aujourd'hui, on sort nos stylos noirs, on planque les chips, et on plonge dans l'enfer moral de Death Note. Je vais vous pitcher un peu ça. Light Yagami, 17 ans, élève modèle, brillant, beau gosse, un avenir tout tracé. Bref, le genre de mec qui te fout des complexes rien qu'en respirant. Tout semble simple pour lui. Clairement, il n'est pas comme toi. Lui, c'est l'élève qui avait toujours des feuilles doubles et son papier millimétré en cours. Un jour, il trouve dans la cour de l'école un carnet tombé du ciel, le Death Note, oublié là par un Shinigami, un dieu de la mort, un peu désœuvré, nommé Ryuk. Sur le carnet, une simple règle, celui dont le nom est écrit dans ce carnet meurt. Light forcément est dubitatif, mais la curiosité l'emporte, il teste, ça marche. Et là, plutôt que d'aller prévenir la police ou de faire un vœu comme dans Aladdin, il se dit qu'il va devenir le dieu d'un nouveau monde. Rien que ça. Il commence alors à éliminer tous les criminels du monde un par un pour purifier, je le dis avec des guillemets, la société. Sauf que la police, elle, ne voit pas ça d'un très bon œil. Forcément. Et ils envoient un enquêteur aussi mystérieux qu'ultra compétent. Elle, un génie asocial qui va tout faire pour le démasquer. Ce qui suit, c'est une guerre intellectuelle, une partie d'échecs à mort entre deux cerveaux malades, où chaque regard, chaque silence, chaque chips croqué peut être un piège. Parlons un peu des créateurs de ce manga. On ne sait pas grand-chose de Tsugumi Ohba. C'est un pseudo, on ne connaît même pas son vrai nom. Ce qui est sûr, c'est qu'il aime les intrigues retorses, les morales ambiguës, les personnages borderline.
Notre mangaka écrira aussi Bakuman avec Obata, un manga sur le métier de mangaka. C'est beaucoup plus doux que Death Note. Takeshi Obata, lui, c'est une légende du dessin. Il a bossé sur Hikaru no Go et Platinum End. Son style est précis, élégant, hyper réaliste. Il donne à Death Note toute sa classe. Les expressions sont millimétrées, les ambiances glaçantes, les pleines pages claquent comme un coup de tonnerre. Et ensemble, ces deux-là ont pondu une œuvre qui mêle suspense, philosophie, thriller, fantastique et esthétique gothico-corporate avec une efficacité franchement redoutable. Alors, pourquoi je vous parle aujourd'hui de Death Note ? C'est parce qu'il y a des choses qui rendent ce manga assez unique. Déjà, le face-à-face entre Light et L. C'est un peu le cœur du manga. Deux génies qui se traquent, comme des prédateurs, c'est tendu, c'est brillant et parfois complètement absurde, mais c'est toujours jouissif. Les twists, mon Dieu, si tu aimes les twists, les rebondissements, alors tu vas être servi, car dans ce manga, ça n'arrête jamais. La réflexion morale. Dans Death Note, c'est pas juste du suspense, c'est une plongée dans le vertige de la toute-puissance. Light veut faire le bien au départ, mais on le regarde lentement sombrer dans un délire dictatorial. Qui décide de ce qui est juste ? Qui mérite de vivre ? En fait, si tu regardes bien, Light Yagami, c'est un peu Dewey dans Malcolm. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Le design des Shinigami, notamment Ryuk, ultra stylisé, décalé, mi-monstre, mi-clown gothique. Il regarde tout ça avec un sourire moqueur, il est là juste pour le fun, et c'est encore plus flippant, cynique et cool. Ce qui en fait aussi quelque chose d'unique, c'est les règles du Death Note. Elles sont nombreuses, absurdes, parfois inutilement précises, mais elles donnent une profondeur stratégique à chaque page. Ce carnet, c'est presque un personnage à lui seul. Bref, Death Note, c'est un carton mondial. 13 tomes au total, traduits dans des dizaines de langues, adaptés en animé culte, ultra fidèle au passage, et avec une BO d'enfer. Plusieurs films live, dont certains, disons même la quasi-totalité, est très discutable en termes de qualité justement. Un drama et même une comédie musicale au Japon. Oui, une comédie musicale sur un mec qui tue avec un carnet. Broadway si tu nous écoutes. Alors oui, Death Note, tout le monde en parle, tout le monde connaît. Et souvent, les gens ont vu l'animé, mais n'ont pas lu le manga. Et je comprends, car l'animé est d'une très grande qualité. Bon, je suis obligé d'en parler. Il y a quelques différences, je vais essayer de vous détailler ça sans spoiler. Si je devais caricaturer, je dirais que le rythme du manga est celui d'un café expresso bien serré. L'animé, lui, c'est plus un latte vanille, tu vois. Le manga est plus sec, plus rapide, plus nerveux. Oba va droit au but, sans digression, tac tac tac, un cerveau tombe, un plan se met en place. L'animé, lui, rallonge les scènes, pose des ambiances, met de la musique dramatique, même quand Light mange un yaourt. Pour moi, c'est une question de goût, car les deux restent excellents. Et je dirais que par bien des points, l'animé est plus théâtral. L'ambiance, c'est un peu pareil. Je dirais que le manga est froid et l'animé plus lyrique. Dans le manga, la moralité de Light descend lentement, sans chichi. Dans l'animé, c'est opéra, musique symphonique, gros zoom sur les yeux, éclairage dramatique, Light qui rit comme si on venait d'inventer le Joker au Japon. Bref, chaque émotion dans l'animé est surboostée. Et ça donne une autre lecture du perso. Encore une fois, c'est un peu une question de goût. Ah oui, une petite chose aussi, l'animé simplifie ou accélère certaines règles pour éviter que les spectateurs prennent un Doliprane toutes les 2 scènes. Le manga, lui, adore te perdre dans des notes en bas de page comme un prof de maths en burn-out. Résultat, quelques micro-différences stratégiques, mais rien qui trahit le cœur du scénario. Une différence aussi assez notable, c'est le traitement de Misa, un peu plus nuancé en manga. Dans le manga, Misa a davantage d'intériorité, de fragilité, de contradiction. Dans l'animé, elle est un peu plus, Misa version TikTok, plus caricature kawaii, plus je crie pour rien, plus animé en fait. Caricature d'animé, j'aurais même envie de dire. C'est un choix, mais le manga la traite avec un poil plus de complexité.
Bon, et pour finir, je ne peux pas ne pas en parler, la différence la plus connue entre le manga et l'animé, ouais, on va essayer de le faire sans spoiler, c'est la fin. Parce que clairement, l'animé et le manga ne finissent pas réellement pareil. Dans le manga, je dirais que la fin est brutale, humiliante et totalement logique pour l'œuvre. Dans l'animé, il y a un côté, encore une fois, un peu poétique, presque mystico-lyrique. C'est moins cruel, plus mélancolique, beaucoup moins brutal, plus empathique. Alors souvent, les puristes préfèrent le manga, et les sensibles aiment l'animé. Les deux se défendent. Je trouve personnellement le propos philosophique plus fort dans la version papier, mais je trouve globalement l'œuvre plus facile et plus agréable en animé, et assez délectable. En gros, c'est un peu comme avec Fullmetal Alchemist. Est-ce que le manga papier est mieux que l'animé Brotherhood ? Vous avez 4 heures. Je vous dirais simplement que les deux sont géniaux, et qu'une nouvelle fois, comme je dis souvent dans mes chroniques, dans un souci de complétisme, il est bien de faire les deux, voir l'animé et lire le manga. En résumé, le manga, c'est plus froid, plus cruel, plus dense. La version pure, d'Oba. L'animé, c'est plus dramatique, plus lyrique, plus émotionnel. L'expérience, on va dire, plus sensorielle. Les deux sont cultes, les deux sont cohérents, je vous laisse faire votre choix. Pour ma part, je choisis les deux. Alors concluons. Pourquoi je vous recommande aujourd'hui Death Note ? Parce que c'est un thriller psychologique implacable, bourré de twists, de tensions, de dilemmes moraux et de personnages inoubliables. Parce que c'est un manga qui interroge le pouvoir, la justice, l'ego et la folie. Et parce qu'il attrape à la gorge dès le premier tome et ne te lâche plus jusqu'à la dernière page. C'est dense, c'est intense, c'est brillant et c'est l'un des rares mangas capables de mêler l'intime, le philosophique et le divertissement pur avec autant de maîtrise. Je sais que certains fans de manga trouvent que Death Note possède 2 parties. Si vous avez lu ou vu Death Note, vous savez forcément de quoi je parle. Et beaucoup trouvent la deuxième partie un peu en dessous de la première. Je comprends ce point de vue, clairement. Mais personnellement, je ne boude pas mon plaisir sur la deuxième partie. Donc je vous laisse regarder ça, lire tout ça et vous faire votre propre avis. Sachez en tout cas que c'est une œuvre culte. Death Note, c'est un peu comme si un étudiant trop brillant colloquait avec Batman et que Nietzsche passait tous les soirs leur rappeler que Dieu est mort. Le tout dans une chambre où traîne un carnet maudit et un Shinigami qui grignote des pommes. C'est à la fois un shonen et un traité de philosophie en survette, une guerre de cerveau en pleine crise d'ado, et un des mangas les plus stylés jamais publiés. Et au fond, la vraie question c'est, et toi ? Si tu avais trouvé ce carnet, qu'aurais-tu fait ? Aurais-tu écrit un nom dedans ? Vous venez d'écouter l'opening de l'animé Death Note. Alors, merci beaucoup Renaud pour cette chronique. Mais de rien. Encore très complète, c'est super. J'essaye, je sais pas si c'est bien. Toujours. Bon, en tout cas, ça donne envie.
Et ça donne envie, mais malgré tout, j'ai des questions Oui. pour me donner encore plus envie peut-être, ou pour élucider certains mystères. Et le premier, notamment, je me demande si c'est pas un peu compliqué de s'identifier à un héros qui est quand même plutôt un anti-héros, voire même qui est méchant, tu vois, sur pas mal d'aspects. Ouais. Donc est-ce que tu as trouvé ça compliqué, toi, de t'identifier à ce personnage ? Non, et je pense même que c'est une des forces du manga. Tu vois, à l'image par exemple, de plein de séries que des gens aiment. Je pense par exemple à Breaking Bad, où au final on peut très bien considérer que Walter White est pas forcément un personnage c'est un gentil, mais il a des actions qui sont vraiment horribles, quoi. Quand il devient Heisenberg, par exemple. Oui. Ou je vais penser à Hannibal, par exemple, tout simplement. Ou tous les films où on va suivre un serial killer et parfois on se retrouve à avoir de l'empathie pour lui et de se dire on aimerait qu'il s'en sorte, et même si on sait très bien que par bien des aspects dans beaucoup de ces films ou beaucoup de ces choses il s'en sortira pas, mais on espère, et en tout cas on a de l'empathie et on arrive même à s'identifier à lui parfois, quoi. Et donc non, moi je trouve que justement c'est la force de ce truc là, c'est-à-dire que ce manga est à la fois un shonen, à la fois une œuvre un peu philosophique, à la fois une enquête, un peu un polar, etc. Et un truc sur la morale, quoi. C'est-à-dire de se dire, qu'est-ce qu'on ferait, nous, si on avait ce carnet dans les mains ? Est-ce qu'on serait, c'est un peu la phrase de Jean-Jacques Goldman dans Né en 17 à Hélène Start, serais-je pire ou meilleur que ces gens ? C'est un peu ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que moi aussi je mettrais des noms dans le carnet ou est-ce que j'en mettrais pas ? Même si les motivations premières sont quand même de faire le bien, en fait. C'est-à-dire que oui, mais tu tues. C'est le principe un peu de... D'ailleurs, c'est un peu un truc qui est un peu en fond, je trouve, du manga, c'est... la peine de mort, tout ça, de toute façon. C'est-à-dire de se dire quel est ton point de vue sur la peine de mort. Est-ce que les meurtriers méritent de mourir, en fait ? Voilà. Et donc, moi, ça me fait réfléchir, en tout cas, et j'aime bien cette idée-là. Et j'aime bien l'idée que, au final, des gens qui veulent mettre à mort un meurtrier, est-ce que c'est pas des meurtriers aussi ? Est-ce que quelqu'un qui veut... Enfin, voilà. Dans tous les cas, tous les gens de cette histoire sont un peu ça. Des gens qui veulent mettre à mort un meurtrier. Donc voilà, donc en fait, où se placent les gentils, où se placent les méchants, etc., c'est très très compliqué, et je trouve ça très intéressant. Ouais. Ça se tient. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas ça se tient. Mais oui. Mais en tout cas, moi je vois, il y a énormément d'histoires que j'aime, où les personnages justement ne sont pas des super-héros, voilà, comme on peut l'entendre, quoi. Je dis pas super-héros dans le genre oui, Superman, mais je comprends. Des héros, on va dire... caricaturaux, quoi. J'aime bien quand c'est pas très clair, qu'ils ont des actions un peu bizarres, etc., qui sont un peu humains. Et là, de toute façon, on traite d'un sujet où vraiment, qui parle vraiment de la mort et d'un super pouvoir, où même le mec devient totalement mégalo et limite se prend pour Dieu, quoi. Donc, de toute façon, on sait forcément qu'à un moment, voilà, il y a des actions qui vont mal finir, quoi. Effectivement. Et donc justement, c'est là qu'intervient ma deuxième et dernière question. Je te l'ai déjà posée tout à l'heure, mais là, elle a encore plus de sens, je dirais. Je voudrais savoir à qui tu conseillerais ce manga, et je rajouterais à partir de quel âge, parce que après, j'ai découvert tard, je veux dire, je devais être au lycée déjà, tu vois, et je sais pas si c'est vraiment violent, ou tu vois, s'il y a un âge selon toi qu'il faut pas, voilà, aussi bien dans le propos que dans le visuel, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement. Je pense en fait, alors je vais répondre à toutes ces questions parce qu'il y a beaucoup, il y a plein de questions, désolé. Déjà, à qui je conseillerais ce manga ? C'est une phrase que je dis souvent, c'est-à-dire qu'il y a des mangas qui te permettent de rentrer dans l'univers du manga. Et je considère que celui-là en fait partie. C'est-à-dire que pour moi, c'est peut-être même bizarrement un des plus simples pour rentrer dans l'univers du manga. Donc bien sûr, on a les shonen qui sont plutôt centrés pour les enfants, un petit peu à la Naruto, tous ces trucs-là, etc. Mais là, on va être sur autre chose quand même. Et je trouve que Death Note, si quelqu'un n'aime pas le manga, justement, aime un peu les polars, aime un peu les enquêtes, aime un peu réfléchir face à un manga, c'est peut-être un des meilleurs mangas pour rentrer dans l'univers du manga et se dire peut-être que je peux aimer les mangas. Parce qu'il rejoint tout ça. Après, je trouve qu'il est quand même plutôt pour un public adolescent, on va dire. Je pense qu'à partir de 10-12 ans, en fonction de comment on est un enfant qui a déjà été en contact avec des choses un petit peu violentes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est pas très violent, comment dire, au niveau du graphisme.
On va pas avoir du sang giclé partout, c'est pas l'idée du truc. On est plutôt sur une violence qui va être un petit peu plus psychologique. On va être sur un truc de manipulation, de calcul, des gens qui sont calculateurs, etc. Mais par contre, on va se taper des twists dans tous les sens, on va être surpris par plein de choses. L'univers reste quand même fantastique, même s'il y a une enquête policière dedans. Donc il y a plein de choses qui peuvent plaire à des ados et à des adultes aussi. C'est-à-dire que justement ils vont s'accrocher à des trucs et puis paf, on va leur amener un twist et puis bof, un autre twist derrière, etc. Donc l'action est haletante, il se passe plein de choses. C'est pas un manga où on se dit oh là là, il y en a 50 000 à lire. Je sais plus combien il y a exactement de tomes, j'arrive plus à m'en souvenir parce qu'il y a les Black Edition et puis il y a les versions normales, mais je crois que c'est 13 tomes, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, j'avais 12 en tête, moi, mais c'est peut-être... Donc c'est pas énorme, en fait, c'est pas une œuvre qui est longue à lire. Et donc voilà. Et sachant aussi que, je tiens à le préciser aussi, s'il y a des gens qui ont du mal un petit peu à lire, ça peut être intéressant aussi d'aller vers l'animé et de se faire une idée de ce que peut être un manga aussi en animé dans un premier temps. Parce que l'animé est vraiment de qualité aussi. Donc voilà, et respecte vachement l'œuvre manga. Mais en tout cas, je dirais que c'est un bon manga pour rentrer dans l'univers du manga. Voilà. Parfait, ben écoute, merci beaucoup pour cette réponse très complète. De rien. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu ce que le titre, auteur, chez qui c'est, voilà, exactement. Alors, c'est Oba et Obata, les deux gars qui ont fait ça, donc Oba qui est celui qui a écrit et Obata celui qui a dessiné. D'accord. Et en France c'est sorti chez Kana, et moi j'ai tendance, même si c'est pas les éditions que j'ai, à conseiller la Black Edition qui est un peu plus grande que l'édition normale manga, magnifique, ouais. Et qui regroupe plus de tomes en un, je crois. Je crois qu'il y en a 2 en 1, ouais. Ouais, c'est 2 en 1, et donc du coup ça permet d'avoir alors déjà c'est beaucoup plus beau dans une bibliothèque, il n'y a pas à dire, et surtout voilà, c'est plus agréable à lire, c'est plus grand, etc. Enfin voilà. Donc c'est chez Kana, Death Note, que je peux que conseiller, manga culte et un bon manga pour rentrer dans l'univers du manga quand on n'a pas l'habitude d'en lire. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien, et moi j'ai fini avec ma chronique, et du coup, toi, de quoi tu vas nous lire ? Ah mais c'est à moi déjà, ça va vite. Hein. Bah oui, ça va super vite. Eh bien écoute, je vais terminer ce podcast en vous lisant, un album jeunesse. Eh ben très bien. Oh, excuse-moi, mais je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images. C'est pas drôle. Pour la jeunesse aujourd'hui, on va parler d'un classique que vous connaissez sans doute déjà, mais qui se prête parfaitement à cette émission un peu enquête. Je vous parle bien sûr de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Comme chaque soir, la petite taupe sort de terre pour voir si le soleil a disparu. Mais ce soir-là, en sortant sa tête, quelque chose de rond, de marron et de long lui tombe sur le coin de la tête. Vous l'avez deviné, quelqu'un lui a fait dessus. Commence alors un interrogatoire surprenant, mené par la petite taupe qui va demander à chacun des animaux qu'elle croise s'il lui a fait dessus. Après avoir vu la crotte qui trône sur le dessus de sa tête, le pigeon, le cheval, le lapin, la chèvre, le cochon ou encore la vache lui répondent qu'ils ne font absolument pas comme ça et qu'ils ne sont pas responsables de son nouveau couvre-chef. La petite taupe appelle donc les experts. Des expertes même pour cette fois-ci, 2 grosses mouches qui s'y connaissent quand même vraiment bien en crotte. Elles n'hésitent pas une seconde, celle qui se retrouve sur la tête de la petite taupe est l'œuvre d'un gros malpropre nommé Jean-Henri, le chien du boucher. La petite taupe retrousse ses manches, sa vengeance sera terrible. Elle retrouve Jean-Henri, elle grimpe sur sa niche pendant qu'il dort, et là, plouf, à son tour, elle lui fait sur la tête avant de retourner sous terre, là où assurément personne ne pourra lui faire sur la tête. Bon, scénaristiquement, vous allez me dire que je vous ai habitué à mieux, que là, on est quand même sur quelque chose d'assez simple, tournant autour du caca, gna gna gna. Bon, eh bien oui, c'est vrai, vous avez raison. Pour tout vous dire, avant de le lire à mon fils, j'avais décidé que ce livre était un livre que je n'aimerais pas, avec un dessin qui ne me parle pas tellement, avec une gommette recommandée par l'éducation nationale, avec une taupe portant fièrement une merde de chien sur sa tête en couverture, bref, à mes yeux, je dois bien admettre que rien n'allait avec ce livre. Et puis le jour fatidique arrive.
celui où toutes les réponses à toutes les questions que l'on pose à son enfant de 3 ans sont le caca. Une de ses grandes sœurs propose de prêter ce livre et nous voilà partis pour cette folle lecture où voix rigolotes et rires seront au rendez-vous. L'auteur, Werner Holzwarth, n'a pas écrit d'autres livres traduits en France à ma connaissance, mais vous pouvez en trouver quelques-uns en allemand. En revanche, l'illustrateur, Wolf Elbrück, a plusieurs traductions à son actif, telles que La Grande Question ou encore Le Canard, la Mort et la Tulipe. Il a remporté le Hans Christian Andersen en 2006, ainsi que le prix commémoratif Astrid Lindgren, aussi appelé prix Alma, en 2017. L'histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête a quant à lui reçu le prix Sorcière en 1994. Effectivement, je vous ai parlé un peu avant des voix, car bien entendu, si vous aimez faire des voix différentes à chacun des personnages, avec cet album, vous serez comblés. Même si le propos est assez drôle, cette histoire reste intéressante, notamment sur les différents noms donnés aux excréments de chacun des animaux. Bon, c'est un peu bête, mais moi, j'aime bien l'idée qu'une bouse soit une bouse et une fiente, une fiente. Enfin, pour conclure, même s'ils ont des noms différents, on fait tous caca, et c'est ça ce qu'il faut retenir de cette belle histoire. À tous les messieurs, très très importants, au pantalon très cher, avec pas grand chose dedans. À toutes les dames, très très importantes, au brushing très broché, pour bien couvrir leurs lentes. À tous les traits parfumés, à toutes les traits poudrés, à toutes les raies sur le côté, à tous les ongles bien limés. Je voudrais rappeler une chose qu'ils ont l'air d'oublier, que quoi qu'il en soit et qu'ils le veuillent ou pas, ils sont comme toi. Et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, et moi. Et comme toi, et comme toi, et comme moi. Ils font tous caca. Ils font tous caca. T'as beau dormir dans des draps de soie, quand t'ouvres la bouche le matin, on dirait que t'as mangé un rat. T'as beau mettre du rouge sur ta bouche, ça beau être très joli, tu mets quand même dedans ce dont sert ton mari pour faire pipi. Même si tu portes des chaussures en croco, dans la rue toi aussi tu marches dans du vomi de clodo. Même si tu ne portes que de la dentelle et jamais de viscose, toi aussi ça te gratte quand tu as des mycoses. Parce qu'au fond vous êtes tout comme toi. Et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, et moi. Et comme toi, et comme toi, et comme moi. Vous faites tous caca. Vous faites tous caca. On fait tous caca. On fait tous caca. Toi tu fais caca, toi aussi tu fais caca. Et même moi, parfois c'est vrai je fais caca. Ta mère elle fait caca, ton père il fait caca. Et même parfois ton père c'est sur ta mère qu'il fait caca. Nicolas il fait caca, Evelyne Delia elle fait caca. Et sœur Emmanuelle, je suis sûre qu'elle faisait des gros caca parce qu'on fait tous caca. On fait tous caca. On fait tous caca. Vous venez d'écouter Guédré avec la chanson On fait tous caca. Merci beaucoup Wendy pour cette chronique. Avec plaisir.
J'ai, comme d'habitude, à l'accoutumée dans l'émission, des questions à te poser. Mhm. Du coup, moi, ma première, c'était ça. C'était le fait que le livre soit un livre un peu sur un thème pipi-caca. Est-ce que ça repose que là-dessus, sur l'humour un peu pipi-caca, comme on peut le voir souvent, ou est-ce qu'il y a quand même un peu autre chose dans ce livre que ça, quoi? Oui, comme je disais dans la chronique, bon après j'ai choisi Guédré aussi, je rentre dans le jeu, tu vois, moi je suis bon public, mais sinon comme je précisais, oui, dans la chronique, c'est pour que les enfants découvrent aussi les animaux, donc ils peuvent aussi découvrir leurs cris si t'es un parent qui aime bien faire des voix rigolotes et tout, et surtout ils découvrent les noms de chacune des crottes en fait que tu rencontres, et ça en vrai c'est rigolo certes, mais ça reste éducatif, tu vois, et c'est là qu'intervient je pense ce petit macaron sur l'album, du coup recommandé par l'éducation nationale. Je suis pas sûre qu'ils recommandent le caca. Par contre, le côté ludique et reconnaître les interactif, formes, c'est reconnaître les noms, les formes des cacas, etc. Voilà, exactement. Ça reste intéressant, rigolo, utilisé en cours aussi bien pour faire rire les enfants, mais en fait, sous couvert de leur rire, ils vont apprendre aussi des choses en fait. Donc c'est plutôt pas mal fait, quoi. Franchement, c'est pas que du caca. D'accord, ok. Deuxième question. Tu parles dans ta chronique de la vengeance de la petite taupe. Est-ce que c'est une sorte de justicière un peu? Ouais, en quelque sorte, parce qu'en fait, elle se fait justice elle-même, hein, en tout cas. Après, je suis la première à dire qu'il faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent, tu sais, mais n'empêche que là, dans ce cas-là, c'est assez drôle quand même. Donc bon, juste faites attention quand vous faites caca, hein, on sait jamais... selon où vous le faites, hein, on sait pas qui pourrait venir vous faire sur la tête en retour, quoi. Donc il y a aussi cette petite morale quand même à la fin, mais qui est sympa, quoi, qui est sous forme d'humour. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Avec plaisir. Du coup, est-ce que tu peux nous redire chez qui c'est et tout ça? Oui, donc c'était donc de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête, de Wolfelbruck, je pense, je suis pas sûre de bien le prononcer, et de Werner Holzwarth, et c'est chez Milan. Ok, merci beaucoup Wendy. De rien. Vous venez d'écouter Au Capitaine, Mon Capitaine, l'émission, le podcast littéraire, bref, appelez ça comme vous voulez, présenté par Wendy et Renaud. Et bonne lecture, Moussaillon.